Bonjour à tous, bienvenue chers amis sur la chaîne d'Academia Christiana. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver pour ces entretiens. N'hésitez pas à partager, à aimer, à mettre des commentaires sous cette vidéo pour qu'elle elle puisse rayonner, elle soit visible au plus grand nombre de personnes. J'attire aussi votre attention sur nos projets. Vous avez vu qu'Academia Christiana se développe, ça va faire bientôt 10 ans que notre association a été créée. Et ce développement n'aurait pas pu se faire sans vos dons. Vous pouvez donc faire dès maintenant un don sur notre site internet et recevoir un reçu fiscal, ce qui vous permet, lorsque par exemple vous faites un don de 100 €, eh bien, de déduire de vos impôts 66% de cette somme. Donc si vous nous donnez 100 € à Academia Christiana, en réalité, une fois la déduction fiscale opérée, vous n'aurez dépensé que 33 €. Un projet qui nous tient particulièrement à cœur, qui est celui du domaine d'Academia Christiana. Nous aimerions très prochainement acquérir une propriété qui nous permettrait d'organiser tous nos événements de manière régulière. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la pression de l'extrême gauche et des médias, Academia Christiana est souvent dans le viseur et que c'est de plus en plus compliqué de louer des propriétés sans que les propriétaires soient par la suite questionnés, embêtés par les médias. Nous voulons donc conquérir notre autonomie. Et pour cela, eh bien, nous avons besoin d'un lieu. Nous avons vraiment besoin de dons pour cette année, cette fin d'année. Ces dons nous permettront d'acheter un domaine et ensuite de commencer une grande série de travaux. Je compte sur votre générosité. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Claude Cholet, donc, qui est le président et fondateur de l'Observatoire du journalisme, OJIM, ainsi que secrétaire de l'Institut Iliade, et puis qui est un habitué des universités d'Academia Christiana, puisqu'il a déjà intervenu pour différents ateliers, conférences, sur la question des médias et du journalisme. Bonjour Claude Cholet. Bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous abordions ensemble la question des médias et de la jeunesse, puisque Academia Christiana, on a un public particulièrement jeune au sein de nos universités. Il s'agit de s'intéresser finalement à la manière dont notre jeunesse actuelle en France est influencée, son rapport aux médias, comment les médias finalement abordent cette jeunesse, comment cette jeunesse réagit par rapport aux médias. Et on peut dire que finalement pour la génération aujourd'hui des 50-60 ans, les médias dominants ont été la presse écrite, les médias finalement qu'on qualifierait de mainstream, Le Monde, Libération, Le Figaro, la télévision, les grandes chaînes de télévision, du service public ou aussi TF1, etc. Mais est-ce que c'est toujours le cas finalement chez les jeunes aujourd'hui? Est-ce que ces jeunes, finalement, n'ont pas développé un nouveau rapport aux médias, Claude Cholet? Alors, les choses ont changé, mais elles n'ont pas totalement changé. J'entends souvent dire que la télévision est morte. Pas du tout, pas du tout. Le temps de vision quotidien de la télévision, depuis à peu près une vingtaine d'années, sur l'ensemble de la population, c'est 3h43. Alors 3h40, 3h45, 3h40, c'est-à-dire que ça bouge très peu. Avec deux différences. La première, c'est qu'on ne regarde plus la télévision comme on la regardait de mon temps. De mon temps, on se mettait, d'abord il y avait un appareil, un seul appareil, souvent dans le salon ou dans la salle à manger, et on regardait le journal du soir et éventuellement le film, en famille. C'est fini tout ça, c'est terminé. D'abord, il n'y a plus une seule télévision, il y en a deux ou trois, éventuellement, ce qui est une hérésie dans la chambre des enfants. Et surtout, on regarde la télévision sur ce merveilleux petit appareil qui fait à peu près 25 cm², qui s'appelle un téléphone intelligent, alias smartphone, qu'on regarde quand on veut, où on veut, et jamais en direct, et très souvent de manière individuelle. C'est-à-dire la grande messe télévisée où la famille s'informait, c'est fini, maintenant on s'informe dans le métro, éventuellement dans le train, dans la rue, au café, un peu partout. Ça, c'est la première différence. Mais la télévision reste le premier moyen d'information en France, toutes catégories confondues. Ce qui est vrai, c'est que les plus de 50 ans, on n'est plus à 3h43, on est plutôt vers 5h. Et que les moins de 35 ans, on est vers 2h, ou 1h45. Ce qui est beaucoup quand même, par jour. Je dis bien par jour. En dehors de tout ce qu'on peut regarder sur son écran, en dehors de la télévision, et toutes les vidéos plus ou moins intelligentes, etc.
Donc sur les moins de 35 ans, bon, ce qui a révolutionné tout, on le sait maintenant, c'est Internet. Hein. C'est la possibilité de s'informer sur des, j'allais dire des milliers, mais non, des millions de médias, puisqu'on peut devenir soi-même un média, enregistrer une vidéo ou un podcast, ou tweeter, enfin poster tout ce que l'on veut. Donc il est certain que sur les moins de 35 ans, Internet a pris une prégnance beaucoup plus importante et avec un raccourcissement du temps de l'attention. Alors ça, enfin, bon, maintenant toutes les études scientifiques le prouvent, plus on regarde un écran, plus on a du mal, quel que soit, plus on a du mal à se concentrer. Et le temps d'attention d'il y a encore 20-25 ans, qui était éventuellement 8-10 minutes, un quart d'heure, où on arrive à se concentrer un quart d'heure, maintenant c'est plutôt 3 minutes. C'est pour ça que les vidéos font 2 minutes 30, parce qu'au bout de 2 minutes, les gens, et en particulier les plus jeunes générations, ils zappent, ils arrêtent. Donc ça donne une information qui est fragmentée, qui est friable, je dirais, et ce qui est surtout rarement mise en perspective. Ce sont des petits bouts qui sont mis les uns derrière les autres, et on ne voit pas le sens de l'ensemble. Et alors, est-ce que quand même, justement sur la presse écrite, il y a quand même aussi un rapport qui est changé? Parce que moi, je me souviens de mes parents acheter le journal quasiment quotidiennement. J'ai pas l'impression forcément que ce soit toujours le cas chez les 18-30 ans. Alors, ce qui est très clair, moi je vois la génération de mes enfants qui est plus âgée, ils ont plus que 18-30 ans, aucun d'entre eux n'achète un journal imprimé. Je dis bien, aucun d'entre eux n'achète un journal imprimé. Mais tous lisent la presse écrite sur leur téléphone ou sur leur écran, quel que soit cet écran. Donc la presse écrite, elle n'est pas morte, je crois qu'elle n'a jamais été autant lue que maintenant. Mais ce problème, c'est qu'elle est plus lue sur un papier, car encore une fois, quand vous avez un journal papier dans votre main, vous pouvez le poser, vous pouvez y revenir, puis ça demande un peu de temps. Alors que si vous êtes sur votre écran, bon, vous enregistrez 10 lignes, 20 lignes, et puis après, vous passez éventuellement à autre chose. L'époque, moi je me rappelle, où je suis un lecteur du Monde depuis toujours, depuis mes études, je passais, je sais pas, peut-être 1 heure à lire le Monde. Maintenant, je lis le Monde, je ne lis plus rien pratiquement sur le plan écrit, sauf le Monde diplomatique, auquel je suis abonné depuis toujours et que je lis pratiquement de la première à la dernière ligne, mais de manière, ce sont des articles de fond, donc j'ai besoin pour moi de temps, et je préfère les lire sur papier. Le reste, le Figaro, Libération, Le Monde, que sais-je, les autres, je les lis uniquement sur le plan numérique, ce qui a changé le mode de lecture de manière incontestable, une lecture qui va être plus raccourcie, et ce qui a changé aussi de manière absolument considérable l'économie de la presse écrite, dont bon, tout le monde sait qu'elle ne va pas très bien. Un Bernard Arnault vient d'investir 65 millions d'euros dans Le Parisien, pour couvrir les dettes précédentes, pour couvrir simplement le trou abyssal qui s'était créé pendant 10 ans. Au total, je crois qu'il va mettre 110 ou 120 millions d'euros sur un grand journal populaire, certes, mais qui n'est plus Le Parisien d'il y a une vingtaine d'années. Alors maintenant, si vous me posez la question que vous ne m'avez même pas posée, mais je pose à moi-même, pourquoi le fait-il? Si Bernard Arnault achète Le Parisien, c'est pas pour gagner de l'argent. Il gagne de l'argent avec Moët Hennessy, avec LVMH, avec Vuitton, etc. Il le fait pour avoir de l'influence. Il achète une influence, de même que François Pinault a Le Point pour avoir de l'influence, de même que Drahi ou Kretinsky maintenant ont investi. Alors Drahi, une vingtaine de millions d'euros, maintenant Kretinsky vient de mettre 15 millions d'euros dans Libération, qui est un journal qui en gros connaît 7 à 8 millions de pertes par an. Bon, ils ne le font pas pour les beaux yeux de la princesse, ils le font parce qu'ils pensent que ça leur donne d'abord un moyen d'accès aux politiques. Je suis le propriétaire d'un journal national, et puis ça permet même aussi de tenir en respect les copains. Ils ont tous des empires économiques à défendre. Si on a soi-même un journal, si un autre journal vous attaque, on est capable de se défendre, c'est aussi simple que ça. Et alors, si on parle en termes d'influence justement des médias, est-ce que l'oligarchie, on pourrait dire mondialiste aujourd'hui, on pourrait dire le camp des déconstructeurs, arrive à conserver une influence sur la jeunesse, et si oui, par quels moyens? Alors, bon,
Alors, attention au terme oligarchie au singulier, parce qu'on pourrait imaginer à ce moment-là qu'il y a 10 personnes qui se réunissent dans une salle sombre ou dans une caverne, les gnomes de Zurich ou d'ailleurs, que sais-je. Ça, je crois pas du tout. Il n'y a pas de complot avec des gens qui se réunissent, que ce soit Bilderberg ou le groupe ou Rockefeller ou le siècle, etc. Non, non, c'est beaucoup plus flou que cela. C'est la dynamique des ensembles flous. Alors, comment ça se passe? Bon, d'abord, si je prends une des déclarations de Jean-François Kahn, l'ancien directeur de Marianne, il y a une dizaine d'années, il disait que 80% des journalistes sont libéraux libertaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire, libéral libertaire? Ça veut dire plus ou moins libéral sur le plan économique, avec des nuances, mais on est d'accord sur la société de marché. On est contre le protectionnisme, par exemple, laisser faire, laisser passer, les capitaux, les hommes, les biens, les services, et on est plus ou moins libertaire, avec des nuances. Sur le plan politique, on est pour l'immigration, on est pour le mariage pour tous, on est pour l'idéologie du genre, on est pour le woke, on est pour la repentance, etc. Et ce sont les deux faces de la même pièce de monnaie. À ceci près que le côté libéral, libertaire, permet de se donner bonne conscience par rapport au côté libéral tout court, qui est c'est-à-dire les puissances de l'argent. Oui, certes, d'une certaine manière, je suis bien dans la société capitaliste, qui est une société où la chose qui compte le plus, c'est l'argent, mais d'un autre côté, je suis quand même un gars pas mal, puisque je suis quand même pour l'immigration, et je suis quand même pour le genre, etc., etc., etc. Et c'est cette espèce de double face. Alors, est-ce que c'est 80% des journalistes? C'est peut-être excessif, mais c'est sans doute les 2/3, je dirais, des journalistes, avec des nuances. Hein, il y aura des gens qui seront très militants, et puis il y a aussi des gens qui suivent, tout simplement, parce qu'ils disent, ils ne veulent pas se faire remarquer, ils veulent garder leur poste, ils veulent éventuellement avoir une promotion. Et le système de censure, la censure la plus efficace, c'est l'autocensure. C'est très rare qu'un propriétaire de médias téléphone à un journaliste, jamais, d'abord parce que ça laisse des traces, ou envoie un mail en disant tu dois être non. Et c'est même très rare que ce soit le chef de service qui intervienne. C'est le journaliste d'à côté. Je vais donner une anecdote d'un de mes anciens rédacteurs à Logim, qui a fait une très bonne école de journalisme à Paris, est envoyé à Ouest-France. Enfin, il trouve un travail à Ouest-France. La presse quotidienne régionale, c'est vrai que pour apprendre des choses, c'est vraiment très bien. Bon, conférence de rédaction classique à Rennes. Et à un moment donné, bon, il y a un Afghan, je ne sais pas s'il est réfugié ou s'il est sans papier, on ne sait pas, agresse une vieille dame. Conférence de rédaction, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en parle? Ah oui, on va en parler. Et à ce moment-là, il y a un journaliste, je dis bien un journaliste, pas du tout le chef de service, pas du tout le rédacteur en chef, qui dit, mais attention, est-ce que ça ne va pas favoriser le Rassemblement national? T'as raison. Ah oui, on peut pas, non, bon. Oui, on va en parler, mais on va en parler en 8 pages, et on va changer le prénom. Et là, il y a cet ancien rédacteur de Logim m'a dit, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu peux faire? Il m'a dit rien. Si je dis quelque chose, je vais être ostracisé, on va dire, bon, quelqu'un va venir me voir à la pause café en disant, Antoine ou Léonard, tu te rends compte de ce que tu dis là? Non, mais tu n'es pas avec nous, non, fais très attention. Et ça se reporte, bien sûr, dans les écoles de journalisme. Alors, il y a 14 écoles de journalisme reconnues en France par l'État. Il y en a beaucoup plus de privés qui ne sont pas reconnus. 14 qui doivent sortir à peu près 650 jeunes étudiants, jeunes diplômés par an. Je vais simplifier un peu, mais les professeurs sont tous de gauche ou d'extrême gauche, mais plutôt d'extrême gauche que de gauche. Et le mécanisme de sélection se fait déjà à l'entrée. À l'entrée, vous n'avez quand même pas indiqué que vous avez été responsable d'Academia Christiana ou que vous avez, je sais pas, fait un stage à Valeurs Actuelles. Non, parce que là, vous avez 9 chances sur 10 que vous ne soyez pas pris. Ensuite, pendant les cours eux-mêmes, où, je reprends l'exemple de cet ancien rédacteur de Logim, où dans ses notes trimestrielles, il y avait marqué bon élément, mais attention aux angles que vous prenez dans certains de vos reportages. Exemple, immigration égale insécurité, point d'interrogation. Faites attention à vos angles, surveillez. Bon, mais ça, tout ça, on va dire que c'est pas grand-chose, mais c'est des petites touches où l'élève dit, bon, il faut quand même que je fasse attention. Un, si je veux avoir mon diplôme, et deux, les professeurs sont aussi mes futurs employeurs. Dans la plupart des cas, ce sont des professionnels. Donc ça fait une pression qui est
c'est la pression du groupe. Hein. Si vous êtes dans un groupe de 60 et que vous n'êtes que 2 ou 3 à penser différemment, vous faites attention et vous avez plutôt tendance à suivre le groupe. Et on sait que les mauvaises habitudes se prennent facilement. Et ça, ça me frappe, moi, parmi les journalistes que je peux rencontrer, s'ils n'ont pas fait une école de journalisme, y compris parmi les très jeunes, on peut parler. S'ils ont fait une école de journalisme, il y a une intolérance qui est absolument remarquable. Par ailleurs, c'est une profession qui est en voie de précarisation. École de journalisme, ça va être bac plus 5 ou bac plus 6. Et 5 ans de galère ou 10 ans de galère, payer 1 300 € net par mois. Et si tu n'es pas content, le rédacteur en chef ou le chef dit « Écoute, Coco, t'es gentil, mais il y en a 10 qui attendent. » Ça n'encourage pas quand même le courage et l'impertinence. Alors, la sélection des journalistes, l'ambiance actuelle des journalistes entre eux, il y a des exceptions. Hein. Il y a bien sûr qu'il y a des exceptions. Quand on dit les journalistes, je veux dire la plupart d'eux. Tout ça produit une espèce de ton monocolore. Alors c'est pas rouge vif, hein, pas du tout. C'est plutôt rose clair avec des nuances. Hein. Mais on a intérêt quand même à rester dans le rose clair. Et alors justement pour essayer parfois de traverser cette chape en quelque sorte du politiquement correct qui règne un peu dans les salles de rédaction et dans les écoles de journalisme, on a connu quand même, en tout cas moi ma génération, j'ai 33 ans aujourd'hui, quelques espaces de liberté d'expression dans le développement au début des réseaux sociaux, des plateformes de blog, des forums, etc., qui étaient souvent des endroits où il n'y avait pas de censure, où il pouvait y avoir une parole libre, que ce soit tant dans les commentaires que... voilà. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Alors, je me rappelle qu'il y a 10 ou 11 ans, Jean-Yves Le Gallou avait fait je crois, 10 principes de la guerre idéologique sur Internet, en disant « Internet, c'est formidable, enfin un espace de liberté s'ouvre ». Alors ça, c'est vrai, ça a été vrai pendant 5 ans, jusqu'en 2016. Alors en 2016, il se produit des choses qui n'auraient pas dû se produire. Le Brexit, l'élection de Trump, et à l'époque, on envisageait que Salvini revienne au pouvoir rapidement. Il avait une popularité extrêmement... 3 choses qui n'auraient pas dû se produire. Et là, c'est là sont apparus 2 termes. Le terme fake news, des fausses nouvelles, il y en a toujours eu. Avant, on appelait ça des bobards ou des bouteillons. Pendant la guerre de 14, les Français expliquaient que les Allemands coupaient les mains des petits-enfants. Et les Allemands, je pense, devaient expliquer à peu près la même chose des Français. Ça, ce sont, je dirais, les impondérables de la propagande de guerre. Fake news et ère de la post-vérité, avec un double phénomène. D'abord, un phénomène de déculpabilisation. Si ces choses qui n'auraient pas dû se produire, l'élection de Trump ou le Brexit, se sont produites, c'est parce que le bon peuple a été mal informé par les mauvais bergers. Nous sommes les bons bergers. Donc ce n'est pas de notre faute. On n'est pas coupable. Hein. Ce sont les mauvais bergers. Suivez mon regard. Ça, c'est pour la première phase. Et la deuxième phase, c'est qu'il ne faut pas que de tels excès puissent se reproduire. Donc il faut créer un filtre. Il faut que le bon peuple reçoive les bonnes informations pour qu'il produise le bon vote le moment venu. Et c'est de là que sont venues toutes les censures sur les réseaux sociaux. Bon, sur Facebook, sur Twitter, mais aussi, je pense, un peu partout. Et l'ère de liberté qu'on a connue jusqu'en 2016-2017, depuis 5 ans, elle s'est considérablement réduite, voire alors ça va peut-être changer, avec le fait que Musk ait racheté Twitter. Mais moi, je vois sur le gym, on a dû changer de fournisseurs d'hébergement à la suite de pression du lobby LGBT de Radio France qui a écrit à notre hébergeur parce qu'on avait publié sur des réseaux sociaux des choses qui ne leur plaisaient pas, qui avaient été supprimées d'ailleurs ensuite, et on a dû changer d'hébergeur. Parce que mon avocat m'a dit, attention Claude, la prochaine fois, l'hébergeur a envoyé un avertissement, la prochaine fois il te coupe tout.
sans prévenir. Donc la mort dans l'âme, je suis parti me faire héberger aux États-Unis, ce qui ne m'a pas réjoui. Donc la censure, elle est omniprésente. Moi, ce que je peux recommander aux très jeunes, ou aux plus jeunes, en tout cas plus jeunes que moi, c'est ne postez rien sur un réseau social que vous ne puissiez pas assumer publiquement. Parce que ça reste, hein. N'oubliez pas que si vous avez un futur employeur, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va googliser votre nom, voir si votre compte Facebook ou Twitter ou autre, ou TikTok, que sais-je, Instagram, il n'y a pas des choses un peu bizarres, un peu excessives. Donc les réseaux sociaux sont, je pense que c'est comme la langue d'Ésope, hein, c'est la meilleure et la pire des choses, mais ça peut être dangereux. Ce n'est pas un exutoire d'insultes. Moi je vois, hélas, je lis des choses sur les réseaux sociaux qui parfois y compris des choses qui me seraient plutôt favorables, qui m'indisposent considérablement, ou tellement de bêtises, tellement de rage, d'insultes, tout ça ne sert à rien. Donc je dis prudence, utilisons les réseaux sociaux, je ne vois pas très bien comment on peut faire sans à l'heure actuelle. Soyons prudents, en un mot, travaillons et soyons professionnels. Et alors aussi sur cette vague Internet, et justement d'essayer d'échapper à l'omniprésence des médias mainstream, s'est développé toujours dans ces années 2000-2010 ce qu'on appelait la réinfosphère, des médias dissidents. Est-ce que justement, voilà, avec maintenant le recul que l'on a, et puis des outils qui quand même maintenant commencent à avoir un certain nombre d'années, on peut penser à TV Liberté, on peut penser à Radio Courtoisie, mais il y a aussi des médias qui se sont développés purement en ligne, le Livre Noir, Valeurs Actuelles, VA+, etc. Oui, F de Souche également. F de Souche également. Voilà, enfin bref, on pourrait en nommer énormément d'acteurs. Quelles leçons on pourrait tirer peut-être en quelque sorte de ces expériences? Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, dans quelle direction s'orienter? Alors je pense qu'il y a plusieurs leçons à en tirer. La première, ce qui compte, c'est la persévérance. Sautarel, le fondateur de F de Souche, il a eu les pires ennuis du monde. Il a eu les flics chez lui, il a eu des perquisitions. Bon, il se trouve qu'il est hébergé en Inde et que ce n'est pas lui le responsable, c'est un Indien qui est le responsable de F de Souche. Avant qu'ils aillent le chercher en Inde, ça va être un peu compliqué, mais F de Souche doit exister depuis une vingtaine d'années. Le fait qu'il ait persisté, moi je trouve ça, il a fait preuve d'un courage, il a fait preuve de résilience. Donc je crois qu'il faut la persévérance. Moi le GIM, ça fait 10 ans qu'on existe, ça fait 10 ans qu'on publie tous les jours, 2 papiers par jour. On a fait 6000 articles maintenant. Boulevard Voltaire, ça doit faire aussi une dizaine ou une douzaine, et ils se sont beaucoup, ils sont beaucoup professionnalisés. 1, persévérance, 2, professionnels. Je lis parfois des choses sur des sites qu'on pourrait dire amis, qui me font pleurer, quoi. Parce que pleurer de bêtises. Donc, soyons professionnels, faisons attention à ce que nous disons, vérifions l'information. Nous sommes des gens tout à fait normaux qui apportons des informations qui sont sourcées, qui sont vérifiées. On ne le fait pas à la bave aux lèvres. On le fait en souriant, sachant manier l'humour également, c'est une arme destructrice, hein, l'humour quand c'est bien employé. Ayons de la distance par rapport à nous-mêmes, parce qu'il y a un politiquement incorrect qui est parfois aussi épouvantable que le politiquement correct. C'est-à-dire qu'ils reprennent le politiquement correct et ils le mettent à l'envers. Bon, qu'est-ce qu'ils obtiennent? Ils obtiennent quand même quelque chose de négatif, et non pas... Donc, tous ces moyens qui se sont développés, qui ont du succès, je pense en particulier à TV Liberté, qui est un grand succès, qui est maintenant une télévision que, je pense, des centaines de milliers de personnes regardent, ça s'est fait de manière professionnelle. Voilà. Donc je crois que la réponse, elle est là. Ne bricolons pas des trucs sur un mouvement d'humeur. Construisons les choses, y compris sur le plan financier, parce qu'on sait que l'aspect financier est un aspect aussi très... C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Je ne sais pas si vos auditeurs ou vos lecteurs connaissent le budget annuel de l'Open Society de George Soros. Je vous écoute. 1,1 milliard de dollars par an.
1,1. J'arrive même pas à me représenter ce que ça peut être. Il a déjà investi plusieurs centaines de millions de dollars dans les médias. Pas tellement en France, mais beaucoup dans les pays de l'Est et alors, en Amérique latine. Évoquons ces financements, en fait, ce sont quand même, pour essayer de comprendre quand même la mécanique même intellectuelle d'un tel investisseur, il investit à perte, finalement. Parce que quand on investit finalement dans des ONG, quand on investit dans des médias, quand on investit finalement dans de la propagande, on n'a pas un retour financier sur investissement. C'est qu'on considère finalement qu'en fait, notre investissement, notre argent se transforme finalement par une transformation de la société, quoi. Non, mais moi, personnellement, j'ai une certaine admiration pour Soros. Manifestement, enfin, tout ce qu'il fait, il ne le fait pas pour gagner de l'argent. Bon, je pense qu'il a assez de... C'est une personne âgée et je pense que c'est lui-même, ses enfants et ses petits-enfants ont mis assez de côté pour pouvoir vivre encore un certain nombre de décades à l'abri du besoin. Mais il n'empêche qu'il aurait pu faire autre chose. Il aurait pu s'acheter une île aux Bahamas ou des chevaux de course ou une écurie de course automobile. Donc ce qu'il le fait, il le fait à fond perdu pour son projet de déconstruction des sociétés, les sociétés en règle générale, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine, en Europe, en Europe de l'Est. Donc ce retour sur investissement, c'est un retour d'investissement idéologique. Moi j'aimerais bien qu'on ait un George Soros de notre côté. C'est qu'on a peu cette culture finalement. Jusqu'ici, je ne l'ai pas trouvé, je le cherche encore. S'il nous regarde, il sait à qui s'adresser. On ne sait jamais, je lance un appel. Mais un autre moyen d'influence, les Young Leaders de la French American Foundation, alors, qui a été créée en 1976 par Giscard et Gerald Ford, qui était président américain à l'époque. Et en 1981, ils ont créé les Young Leaders, c'est-à-dire que chaque année, ils sélectionnent 20 Américains et 20 Français. Les 20 Américains vont venir pendant quelques mois en France, et les 20 Français vont venir pendant quelques mois aux États-Unis, avec une très belle... Les universités, les ONG, le monde politique. Bon, et c'est un moyen d'attirer les meilleurs dans ce que j'appelle le camp atlantiste, un camp qui, de manière naturelle, pas de manière automatique, mais de manière naturelle, verra les États-Unis avec un œil favorable. Alors là, j'en ai pris quand même quelques-uns. Alors, il y en a à peu près 400 ou 500 qui sont passés depuis le début. Bon, je ne vais pas parler des politiques, ni d'Emmanuel Macron, ni de François Hollande, ni d'Édouard Philippe, qui sont tous des anciens leaders. Mais chaque fois, il y a des gens des médias. Alors, je prends au hasard Mathieu Pigasse, actionnaire du Monde et des Inrocks, Jean-Marie Colombani, qui a été directeur du Monde pendant 13 ans, Louis Dreyfus, président du directoire du Monde, Sylvie Kaufmann, éditorialiste au Monde, Yves de Kerdrel, ancien de Valeurs Actuelles, Bernard Guetta, qui a animé une émission de géopolitique pendant plus de 20 ans sur France Inter, c'est-à-dire une chose qui intéresse directement les États-Unis, Alain Juppé, Laurent Geoffrin, la moitié de la rédaction du Nouvel Observateur, la moitié de la rédaction du Monde, et aussi une partie quand même de la rédaction du Figaro. Si les Américains font ça, ils ne font pas ça pour gagner de l'argent, ils font ça parce qu'ils savent qu'ils vont avoir ensuite de l'influence. De ce côté-là, ils sont bien meilleurs que les Russes, qui sont vraiment des apprentis sur le plan du soft power. Merci beaucoup Claude Cholet. Vous êtes venu en m'offrant un ouvrage voilà, que je vais présenter à nos auditeurs. Donc c'est le dernier livre d'Édouard Chano, que certains d'entre vous sans doute connaissent, L'Empire Netflix, l'emprise du divertissement, avec donc une préface écrite par vous. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit mot et le présenter à nos auditeurs? Alors, les séries, c'est vraiment un phénomène. Hein. Je dirais, qui ne regarde pas de séries? Moi, je pense que je suis vraiment... Mes enfants regardent, mes petits-enfants aussi, je suis vraiment une exception. Chez Netflix, c'est 220 millions ou 225 millions d'abonnés en une quinzaine d'années. Donc c'est un phénomène de société et que l'ouvrage examine sous deux facettes. La première facette, c'est sur le plan économique et sur le plan du management, comment ça s'est construit. Et la deuxième facette, c'est sur le plan idéologique, parce que Netflix n'est pas quelque chose de neutre. Il est porteur d'une idéologie sous-jacente, parfois de manière très explicite, parfois simplement de manière implicite, au même titre que Disney, qui va dans le même sens. Donc si vous regardez une série, ou si vos enfants regardent une série, ou si vos copains, vos camarades regardent une série, dites-leur, fais attention quand même,
écoute bien ce qui se dit, parce qu'il y a peut-être une musique derrière qui te dit des choses que tu ne souhaiterais pas forcément voir, entendre ou regarder. Merci Claude Cholet. Merci à vous.